Voilà, Bernard Tapie, pour nous, c'est une idole. Pour les Marseillais, il a fait découvrir dans l'ensemble de la France, dans l'Europe entière, l'Olympique de Marseille. Dès son arrivée en 1986, c'était un pari fou, parce qu'au départ, il est arrivé, pas énormément d'argent. Il a réussi à faire venir des joueurs qui sont devenus des grands joueurs français, des grands joueurs internationaux. Je pense à Papin, je pense à Waddle, je pense à Francescoli. Et puis derrière, il nous a fait gagner cette Ligue des Champions. Et si on a l'étoile sur le maillot, toute notre vie, nous penserons à Bernard Tapie. Donc c'est un personnage incontournable, c'est un personnage déterminé, combatif, à l'image de beaucoup de Marseillais. Beaucoup se sont retrouvés dans son personnage et l'ont aimé, l'ont idolâtré. Et pour nous, aujourd'hui, c'est important d'être là. Et pour la ville de Marseille, avec son maire Benoît Payan, c'est aussi important de pouvoir l'honorer, peut-être dans le futur avec peut-être un parvis, une tribune, une rue, mais en tout cas Bernard Tapie a marqué les esprits à Marseille, a marqué son passage et nous, militaires de Marseille, nous avons envie de l'honorer. Oui, il y a eu un OM avant Bernard Tapie, il y a peut-être aujourd'hui un OM qui est en train de se construire avec l'arrivée de Pablo Longoria. On ne peut pas dire qu'après Bernard Tapie il n'y a rien eu, parce qu'on a quand même eu des finales de Ligue Europa, mais Bernard Tapie est le seul. Et si aujourd'hui on parle du slogan à jamais les premiers, c'est surtout grâce à Bernard Tapie. Donc il a su impulser une dynamique, il a su donner la chance à des talents comme Jean-Pierre Papin. Quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, pas beaucoup de clubs le voulaient et qu'au final il a fini au Milan AC. Donc il a su donner cette chance à bon nombre de joueurs qui ont ensuite explosé. Il a marqué son passage et je pense que il faut qu'il y ait un OM après Bernard Tapie, mais le premier OM dont tout le monde se rappellera, c'est celui de Bernard Tapie. Bienvenue sur Sportmed TV, sur Commun sur l'Homme, une émission consacrée au boss Bernard Tapie, le président légendaire de l'Olympique de Marseille. Donc, d'abord à mes côtés pour co-animer Bruno Angelica. Bruno, est-ce qu'on t'entend? Salut à tous, vous m'entendez? Voilà. Merci. Apparemment, c'est bon. Nickel, le son nous dit débrief. Bonsoir, débrief. Allez, Gilles Castagno, auteur des encyclopédies Marseille Club de légende. Gilles, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Bonsoir à tout le monde. Allez, cette fois, c'est bon. Le départ est lancé. Mika, fidèle parmi les fidèles de Sportmed TV. Mika, bonsoir. Rebonsoir à tous. Rebonsoir. Et enfin, Hélène Foxonnet. Hélène Foxonnet, ancienne correspondante à Marseille pour l'équipe et France Football. Hélène, dans les années 80, 90, jusque dans les années 2000. Hein. Oui, 2015 exactement. Bonsoir. Effectivement, j'étais là au début de la tapis, que j'ai commencé à cette époque-là. Et tout de suite, ce qui a été formidable, parce qu'avant de parler des relations avec la presse, donc moi je découvrais ça, c'était formidable, et j'ai grandi à ce moment-là, et ma carrière a vraiment débuté avec l'époque tapis, comme beaucoup de journalistes. Hein, on a vécu une période tout à fait extraordinaire, je veux dire. Mais surtout, ce qui a été vraiment magnifique, c'est que tout de suite, il y a eu l'arrivée avec Tapie de Hidalgo et Manide, qui étaient deux super entraîneurs. Enfin, donc, on savait déjà que le temps était donné, quoi. Et après, ça n'a fait que montrer tous les grands joueurs qu'on a eus. Voilà, on était tout de suite dans le football, quoi. Ça n'a pas attendu longtemps. Lui, il n'y avait pas... comme le disait Marchand ou d'autres, le football passait après les moyens, le machin. Non, c'était tout de suite les résultats, l'équipe, et c'est ce qui a fait sa grande force. Il ne se trompait pas vraiment, ni dans les entraîneurs, ni dans les joueurs, finalement, et ça, c'était super. Après, oui, avec la presse, comme d'habitude, il voulait imposer son style et imposer évidemment tout ce qu'il y avait à dire. Mais, même si par moments, il en a empêché de travailler certains, il y avait beaucoup de solidarité entre nous quand même déjà. Il avait surtout à sa botte des tas de rédacteurs en chef et qui allaient sur son bateau là à l'époque déjà. Je pense à Chaumier, à Skolovic, etc. Ils étaient déjà tous voilà. Il avait un entre-gens, enfin des gens pour lui permettre de faire ce qu'il voulait, quelles que soient les relations avec les petits journalistes que nous étions à l'époque, quoi. C'était pas toujours facile. Hein. Bon, on va de toute façon évoquer aussi. Hein, on n'est pas là ce soir pour faire une hagiographie de Bernard Tapie, mais évidemment, ce qu'on est obligé quand on prend un peu de recul par rapport à cette période de 7 ans à l'Olympique de Marseille, on mettra de côté son retour, hein, qui était un retour éphémère, pas du tout avec le même contexte et les mêmes moyens, mais en tout cas dans sa période à la présidence de l'OM, ce qu'on peut dire quand même, Hélène, c'est que son plan
a fonctionné à merveille. C'est-à-dire de 86 à 93, il y a pas eu une année où l'OM n'a pas progressé, gravi les échelons. C'est ce qu'on pouvait, au-delà de sa personnalité charismatique, qui était réelle à l'époque, mais je dis, on ne parle pas de 2001, enfin, quand il est revenu, mais en même temps, on voyait déjà la différence. C'est-à-dire que dans ces années-là, il entraînait tout le monde derrière lui. Même nous, les journalistes, on était quand même un peu bluffés par cet homme-là, même si on n'était pas dupes. Et surtout, il a surtout su, par rapport à d'autres présidents, déléguer à des hommes compétents. C'est-à-dire qu'il avait un staff autour de lui, à commencer par Jean-Pierre Bernès, qui faisait un travail extraordinaire. Et il y avait tout un staff médical qu'il a choisi, des entraîneurs qu'il a mis au gré de ses trucs, pas toujours de façon intelligente, hein, puisque quand il a remplacé Gilly, qui était invaincu, c'est la première fois qu'on avait vu ça sûrement dans le monde du foot, par Beckenbauer, c'était une grosse connerie. Hein. Mais bon, il l'a fait pour des raisons aussi qui devaient être aussi politiques et financières avec le rachat d'Adidas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais hésité à prendre les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, revenir à d'autres entraîneurs. Enfin, chaque fois, Goethals revenait alors qu'il pouvait se tromper, etc. etc. Donc voilà, il a délégué toute la partie administrative et voilà, il pouvait s'appuyer sur tous ces gens. Et ça, c'était aussi quelque chose de fort, même s'il incarnait lui, qui était l'OM. Et à partir du moment où il y a le résultat, après, ça suivait, quoi. Et puis, il a inventé quand même la forme qui n'est plus actuelle des supporters, mais c'est lui qui a inventé les groupes de supporters, qui les a utilisés aussi, hein, parce que c'était ça au départ. Dans la forme qu'on a connue toutes ces années, en leur donnant le pouvoir dans les tribunes, hein, quand même. Bruno a un invité également De au bout du Paris. fil, hein, Ouais, de ouais. Paris. Harold Marchetti, tu nous entends? Merci d'être avec nous. Oui, je vous entends. Bonsoir à tous. Harold, je pense qu'il est connu, il est déjà passé avec nous, donc il est aujourd'hui l'un des chefs des sports du Parisien aujourd'hui en France, hein, responsable de tout ce qui concerne l'équipe de France, de foot bien sûr, Marseillais et surtout Marseillais avant toute chose, et surtout les années tapis, peut-être commencer par ça, Harold, tu bossais pour l'AFP, et puis bien sûr après ce que Hélène vient de dire, ce que tu gardes comme principaux souvenirs du nanar. Oui, effectivement, à l'époque, je m'occupais de l'OM pour l'agence France Presse. Et effectivement, par rapport à ce que disait Hélène, c'est vrai que il a créé un élan. Après, c'était tapis. Donc, avec ses qualités, ses défauts, ses qualités, c'est effectivement le choix des hommes. Il s'est entouré des meilleurs. Il a fait quelques conneries, mais globalement, il s'est rarement trompé dans le recrutement. Il prenait même des paris avec des mecs qui étaient connus, mais qui ont explosé à Marseille, qui ont pris une autre dimension et qui sont partis après encore dans d'autres clubs. Ça, c'était sa grande force. Il y avait ce flair, il y avait cet aime-sens, je serais tenté de dire, pour recruter des joueurs qui avaient performé à l'OM puis ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que son coup de maître, c'était la finale de la Ligue des Champions en 93. Et puis, c'est d'avoir su s'appuyer aussi sur Raymond Goethals, dont on n'oubliera pas. Il fallait pouvoir composer avec tapis. Et en fait, Goethals avait cette malice, cette intelligence. Il laissait tapis vociférer, donner l'impression que. Mais au final, le Belge était quand même assez roué, assez madré pour pouvoir tirer les ficelles et tirer la quintessence de son groupe sur le terrain. Donc voilà, il a su s'entourer des bonnes personnes au bon poste et notamment au niveau des joueurs. Et là, à ce niveau-là, on n'a pas beaucoup de souvenirs, à part Dobrowolski, l'année effectivement de la Ligue des Champions, de véritables flops en termes de recrutement. Ouais. Au contraire, c'est des mecs comme Boksic qu'ils avaient pu voir lors de matchs, qu'ils avaient supervisé, notamment dans l'ex-Yougoslavie, parce qu'à l'époque c'était encore la Yougoslavie, et après qui venait à Marseille et qui avait explosé. Voilà, quand il prend De Sailly n'est pas encore le joueur qui allait devenir à l'OM, et puis des années plus tard à AC Milan et en équipe de France. C'est pareil pour Deschamps. Deschamps, il y a eu cette intelligence en fait de se laisser convaincre par Deschamps. Deschamps ne voulait pas partir de l'OM après son prêt à Bordeaux, et il a su écouter. Donc même si parfois il pouvait être obtus et n'en faire qu'à sa tête, il y avait aussi une capacité d'écoute qui lui permettait de faire des choix pertinents. Sur l'homme, le personnage, Harold, pour travailler, Hélène en a un peu parlé. Tu sépares un peu la personne de la réussite sportive. Comment tu peux nous parler, toi, de son personnage?
le personnage de Tapi, en fait, j'ai une anecdote, enfin j'en ai deux anecdotes à raconter qui sont totalement différentes. La première, elle est plus personnelle. En fait, c'est l'année où Tomislav Ivic était entraîneur de l'OM. Et on sentait que ça allait pas aller très très loin, que Goethals c'était pas loin, qu'il allait sans doute revenir aux commandes. Et en fait, à l'AFP, on avait eu le malheur d'écrire ça en disant que Tapi de toute façon préparait son coup et que Goethals reviendrait comme entraîneur très rapidement. Et un matin, il m'appelle, il était foudrage, en disant mais vous écrivez que des conneries, et c'est n'importe quoi. Et je lui dis mais Bernard, franchement, c'est pas le moment. Je m'étais en fait pour la petite histoire, j'avais dû me faire un tour de rein, donc j'avais un mal au dos terrible. Je lui dis écoute, c'est pas le moment, tu peux crier tant que tu veux, de toute façon, ce que j'ai écrit, je pense, c'est ce qui se passera. Et puis en plus, j'ai mal au dos. Il me dit tu as mal au dos, écoute, je vais te prendre un rendez-vous avec l'ostéopathe de l'OM, qui était un type extraordinaire, c'est Jacques Bailly, qui a été l'ostéopathe du temps de la grande équipe de France de tennis, avec notamment Yannick Noah. Et Jacques avait des mains d'or, c'est le cas de le dire. Et donc Tapi interrompt sa diatribe, il me dit je te prends rendez-vous. Et après, il a recommencé à dire mais vous faites n'importe quoi à l'AFP. Bon, ok. Et le lendemain matin, il m'appelle, il me dit Jacques a été bon, il t'a soulagé le dos. Ça, c'était Tapi. Il pouvait être excessif, il pouvait être cassant. Et à côté de ça, il y avait aussi une forme de générosité. Faut pas oublier. Là, on n'est pas pour faire non plus on n'est pas dans on va pas être dithyrambique ou pas, parce que c'est souvent malheureusement quand quelqu'un disparaît, on lui trouve toutes les qualités. Il faut pas oublier ses défauts, mais il y avait cette générosité. Ça, il faut pas l'oublier, il faut pas omettre. Ça, c'est le premier point pour parler comment il était un petit peu avec les journalistes. Et puis, il y avait quand même aussi un pouvoir de persuasion par rapport aux joueurs qui était assez exceptionnel. Et j'en ai un dernier exemple, je vais pas monopoliser la parole, mais simplement en 94, donc il faut se rappeler, l'OM joue une coupe de l'UEFA, parce qu'en fait ils avaient été rétrogradés en D2, mais ils avaient le droit de jouer la Coupe d'Europe, et ils jouent contre l'Olympiakos. Et le match aller a lieu à l'Olympiakos, dans une ambiance au stade de Karaiskakis, c'était une ambiance de dingue, il y avait des fous furieux qui envoyaient des cochons grillés, qui essayaient d'envoyer des cochons grillés sur le terrain. En fait, c'était une ambiance de fou. Et il y avait un défenseur qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, qui est décédé très tôt. C'était Didier Wakuboué, qui était un bon défenseur central. C'était pas un génie, mais c'était un défenseur central valeureux, physique. Et Tapi, avant le match, avait fait croire à Didier Wakuboué qui était l'égal de Boli et de Saïd réunis. Eh ben, écoutez, vous me croirez si vous voulez, mais ce soir-là, il y avait en face, pourtant pas n'importe qui, il y avait en face Yekini, avant-centre du Nigeria, qui venait de faire une Coupe du Monde énorme aux États-Unis quelques mois plus tôt. Eh ben, Yekini, on l'a pas vu. Donc, Boué a fait un match de dingue. Tout ça parce que Tapi avait su trouver les mots pour galvaniser, pour en tirer la quintessence. Et ça, c'était aussi une de ses grosses qualités. Voilà, il aurait fait penser que le ciel était noir ou rouge. Enfin voilà, il y avait cette capacité de galvaniser les joueurs et de les survolter. Et ça, c'était aussi une de ses grosses qualités, en fait. Merci Harold, c'était croustillant. À très vite pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut. Allez, on va faire un petit peu réagir. Alors Mika, qui lui a suivi l'aventure, l'épopée Bernard Tapie à l'OM en tant que supporter, et ensuite Gilles, lui également en tant que supporter évidemment, et archiviste, encyclopédiste par la suite. Mika, toi, quel souvenir tu en as de cette période? Moi, je voudrais d'abord qu'on revienne au commencement. On se rappelle, l'OM se morfond, c'est devenu un club... un monument en péril. Bon, ils se sortent de cette période de deuxième division, ils remontent grâce au Minot, c'est Jean Carieux qui est aux manettes, ça vivote entre la 17e et la 12e place au cours de 2 saisons laborieuses. Il y a cette finale de Coupe de France en 86 arrachée en demi face à Rennes. Et puis là, Tapi qui arrive, qui renverse la table. Il n'est pas encore officiellement président de l'OM, mais il vient, on se souvient, cette finale de OM Bordeaux, il vient en tribune présidentielle au Parc des Princes. Il n'est pas encore officiellement le président, mais déjà il se comporte comme le président. Et il y a ce match OM Bordeaux en 86, défaite 2-1 avec un superbe but d'Alain Giresse, qui quelques semaines plus tard se retrouvera de l'autre côté de la barrière. Comment tu te souviens de cette époque-là, l'arrivée de Tapi, l'engouement que ça avait suscité dans la ville? Mika? Oui, c'était ce que tu dis, on végétait. À l'époque, on était un club qui était rentré dans le rang et plutôt bas d'ailleurs. On n'avait pas beaucoup de perspectives de faire évoluer. Un peu comme les années tristes de transition qu'on a pu connaître ces derniers temps. Et puis est arrivé ce type qui venait des affaires, mais un peu du sport aussi, qui avait déjà gagné avec une équipe cycliste, la Vie Claire.
avec du panache, avec un côté bling bling, une grande gueule, donc ce qui pouvait tout à fait coller ici, alors qu'à la base c'était quand même un Titi parisien 100%, hein. Et ce mec-là avait cette vraie volonté de gagner, de s'imposer. Et ce qu'il y avait de très différent à l'époque par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'était que c'était l'époque des présidents stars. On avait à Bordeaux le légendaire Claude Bess aussi. Tapi s'inscrivait tout à fait dans ce schéma-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était la star parmi les stars. C'était quelqu'un qui était déjà beaucoup plus riche sur le papier déjà que tous ses joueurs, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui à notre époque où on a des joueurs qui sont des nantis et beaucoup plus riches et beaucoup plus influents parfois que leur propre président. Lui, il avait un yacht, il avait déjà une grande réussite, on le connaissait. Donc il y avait vraiment un souffle nouveau, quoi. On sentait qu'avec lui, on pouvait aller quelque part. Le décor est planté, hein. Les Ultras se créent en août 84. Il y a cette finale de coupe qui donne un petit coup de boost donc, dans les performances sportives. Le décor est planté. Il ne manque plus qu'un producteur, un réalisateur et un acteur principal. Tapi arrive. Il recrute Jean-Pierre Papin. Gilles, c'est le début d'une folle aventure et d'une affection entre deux hommes qui vont porter l'OM jusqu'au pinacle. Oui, ça n'a pas été simple au départ pour Jean-Pierre Papin, ni peut-être pour Bernard Tapie aussi, hein, parce que il a eu pas mal de réussites dans les premiers résultats, ce qui a fait que l'engouement s'est créé immédiatement. Mais bon, oui, c'est sûr qu'il a eu la chance d'avoir tout au long de sa carrière, si on regarde bien, il a eu la chance de toujours trouver le joueur qui incarnait la devise du club, c'est-à-dire l'avant-centre. Ce qu'on cherche depuis des années à Marseille. Et là, il a eu Papin. Ensuite, quand Papin est parti, ça a été Boxic. Ensuite, Sonny Anderson. Ensuite, Cascarino. Bon, il a toujours trouvé le meilleur buteur du championnat et le joueur emblématique. Le fameux grand attaquant. Voilà, exactement. Et là, on peut dire que là, sur ses choix, il s'est absolument pas trompé. Je vous rappelle que quand on en a eu un comme Drogba, ils l'ont vendu l'année d'après. Hein. C'est juste pour vous dire justement la différence entre un bon président et quelqu'un qui ne construit pas une équipe. Yannick dans le chat qui nous dit depuis 93 et la fin de l'ère Tapi, on est en transition. Un petit clin d'œil à justement à la fameuse année de transition dont on parlait il y a quelques instants. On en a connu. On en a connu. Alors cette première année, 86, on se rappelle, on sort du mondial au Mexique. Alain Giresse et Bernard Tapie va piquer Alain Giresse au Girondins de Bordeaux et à celui qui allait devenir son adversaire principal sur la scène médiatique, hein, Claude Bèze. C'est vrai que Jean-Luc Lagardère et Jean-Louis Campora étaient des fortes personnalités, mais ça n'avait rien à voir avec le truculent Claude Bèze. Il va en faire son adversaire, son ennemi intime, et ça va donner évidemment le peps qui manquait à ce championnat de France plutôt tranquille, plutôt pépère, plutôt un championnat bon père des familles. Et 86, il pique Alain Giresse, un monument à Bordeaux, qui a fait toute sa carrière à Bordeaux. Alain Giresse, c'était le Francesco Totti de Bordeaux. Et puis, il y a cet engouement, et ça, la sauce prend immédiatement un mélange entre les minots, plusieurs joueurs formés au club, et quelques stars qui arrivent, Karl-Heinz Forster, Alain Giresse, Joseph-Antoine Bell qui était déjà là, et plus tard, après Klaus Saloff. On va écouter Alain Giresse qui nous parle de cette période et de la première année, ces 2 années qu'il a passées à l'Olympique de Marseille. Small, tu nous lances le son d'Alain Giresse. Il y avait une certitude que je savais et que je me sentais pas obligé, je vais pas dire pas obligé, mais je savais que mon premier match, il fallait montrer au public, il fallait démontrer au public, voilà, que j'étais là, que j'étais présent, que j'allais apporter, quoi. Parce que je savais très bien que une fois que vous montrez cela au public, il va vous transporter, quoi. Il va vous transporter. Ouais. Et c'est le match contre Marseille qu'on gagne, contre Monaco, qu'on gagne 3-1. Voilà, 3-1. Voilà, c'était lancé et j'avoue que c'était un match hyper important parce que d'abord, moi, je voulais pas que les Marseillais s'imaginent que parce que j'avais 34 ans, que je venais ici au soleil, Méditerranée, etc., que je vienne comme ça, passer finir 2 ans tranquille. Non, ça, c'était pas dans ma conception, c'est pas dans mon état, dans ma mentalité. Je suis content d'avoir connu 2 ans à Marseille, voilà, 2 ans d'une vie de football qui est pas comme dans les autres villes. Il y avait une équipe extraordinaire dans le sens de, alors,
d'une ambiance fabuleuse. C'est-à-dire, on était nous des joueurs expérimentés. Il y avait Klaus Alof, Foster, Domergue, moi-même, Joseph-Antoine Bell, et accompagné des minots, des minots marseillais qui étaient là. Galtier, Anigo. Ouais, Galtier, Anigo, Floss, Francini, Dimeco, Mérieux, Hérault, etc. Bon, voilà, c'était fantastique. Et on a vécu une année extraordinaire. On n'avait jamais imaginé qu'on allait aussi rapidement finir deuxième et finaliste d'une coupe, ce qui a fait gagner du temps un peu à Bernard Tapie dans la construction d'une équipe européenne. Et puis alors, avec une ambiance, c'était impressionnant, quoi. Alain Giresse donc était devenu une des figures de proue de cet effectif. Et là, pas de transition, Hélène et Gilles, je vous prends un témoin. Il renverse la table d'entrée, il finit deuxième du championnat, une finale de coupe. Et dès la saison suivante, on l'oublie, souvent on l'oublie cette épopée européenne, mais Tapie fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Alors certes, c'est que la Coupe des Coupes, mais quand même, rappelons-nous que l'OM n'a jamais dépassé, à cette époque-là, n'a jamais dépassé les 16e de finale d'une Coupe d'Europe, si je ne me trompe pas. Avait passé déjà un tour de Coupe d'Europe, mais c'était le maximum, c'est-à-dire était arrivé en 8e de finale. Mais bon, voilà, n'était jamais allé plus loin que ça. C'est quand même une saison ratée, cette saison-là. Même s'il y a cette demi-finale, c'est quand même une saison ratée avec des choix sportifs un recrutement qui est raté, à l'exception de Yvon Leroux et Klaus Allofs. Mais les Ayash, Genghini, Lovitz, Papefal, etc., ça a pas fonctionné, quoi. C'était pas des joueurs qui étaient dans l'esprit de Marseille au niveau mental, surtout. Voilà, donc cette saison-là, bon, c'est vrai qu'il y a cette demi-finale, mais pour moi, elle est ratée, puisque l'équipe quand même termine 6e du championnat et termine par un 4-0 à Montpellier, quoi, qui était un concurrent direct. On retient quand même dans cette épopée européenne, cette petite épopée européenne, la victoire face au Lokomotiv Leipzig, qui est finaliste de l'épreuve la saison précédente, quand même. Et à l'époque, les Allemands de l'Est, il fallait se les faire. Ils avaient d'ailleurs battu Bordeaux en demi-finale la saison précédente. Et ce match extraordinaire au Vélodrome contre la Duke Split de Hazanovic, c'est quand même deux bons souvenirs. Et disons que même si on n'en est pas encore au OM Milan, au OM Benfica, on sent que l'ambition de Tapie, elle est clairement positionnée, pas uniquement sur les compétitions nationales, mais sur l'échiquier européen, Hélène. En fait, ce qui l'a ramené, c'est l'espoir, c'est le rêve, en fait. Il a permis de rêver de nouveau. Parce qu'effectivement, on peut aller se frotter un petit peu à l'Europe, on gagne quand même, on fait de bons résultats. Voilà, c'est ça qui l'a amené. Bien sûr qu'il s'est trompé sur des joueurs, et il a dit Dobrovolski, et effectivement, c'en était un aussi. Et il y en a plein d'autres que Goethals appelait les cow-boys. Enfin bref, on se souvient bien comment il était quelquefois un peu méprisant avec certains. Mais il s'est trompé, mais soit il les revendait, soit il avait aussi Après, il a pris les plus grands, et il les a fait grandir comme Deschamps. Enfin voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais surtout ce qu'il a donné, c'est que il avait, voilà, Tapie, c'est clair-obscur. Je trouve que le titre de la Marseillaise est très bon, parce que il avait capable, mais vraiment, c'était ce qu'on sentait à l'époque. Et moi, je n'étais pas une fan de Tapie, voilà, je n'étais pas forcément fan de tout ce qu'il disait, loin s'en faut, mais il avait une capacité de persuasion qui était, voilà, il pouvait emmener tout le monde derrière lui. Et je crois que c'est ça qui a fait ensuite sa renommée, et qui a permis que ça prenne, quoi, en fait. Ça a pris parce qu'il a emmené tout le monde derrière lui. Il était capable de faire croire, effectivement, Wakaboué, c'est un très bon exemple, qu'il était Boli et Desailly réunis, alors qu'il n'a jamais dépassé un stade de Ligue 2, quoi, on va dire, au niveau. Mais il était capable de ça, il était capable d'emmener, et tout le monde pouvait le noter, même si on n'était pas d'accord. Il était capable de tout, dans les arguments, de faire partir les gens derrière lui. Ça, c'est ça, c'est le rêve. C'est un vendeur de rêve. Surtout, alors, certes, il y a eu une saison un peu mitigée, la deuxième, la première a été réussie, la deuxième est mitigée, même s'il y a cette demi-finale de coupe. Mais Bruno, il se plante rarement 2 fois d'affilée. C'est-à-dire que l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? 88-89, c'est le premier but de l'Olympique de Marseille depuis 1972. Quelle saison a peut-être mis Mika sur le thème
un peu cette capacité dans le choix des hommes. C'est vrai que la première année, des Forster, des Papin, des Giresse, ils s'étaient pas trompés. Et après, il y a aussi, Mika peut-être te fera réagir sur ça, cette capacité. Bon, l'année où on devient champion d'Europe, on perd quand même les trois joueurs phares, Papin, Moser, Waddle. On peut pas lui enlever ça aussi, hein. Il avait pas peur de faire changer les choses et ça permet de gagner. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il avait ça aussi Je crois qu'il l'affichait d'ailleurs, il disait qu'il fallait tout le temps renouveler, je crois, au moins 30% de l'effectif pour que l'équipe reste compétitive. Donc c'était sa façon de faire aussi, de ne pas conserver systématiquement les joueurs jusqu'au bout, mais à chaque fois d'injecter du sang neuf. Et c'est vrai qu'il se trompait assez rarement. Moi je trouve qu'il avait du nez particulièrement pour les neufs, parce qu'il s'est assez rarement trompé sur les neufs. On en a eu des très grands sous sa présidence. Et il se trompait aussi assez rarement sur les gardiens. Parce qu'on a quand même eu de très très bons gardiens sous l'air tapis. Bon, évidemment, on a Barthez, mais il y avait aussi Gaëtan Huard, Bell, même si, bon, voilà, on a eu quand même des très très bons gardiens. Et il savait vraiment les dénicher, ces joueurs-là. Il y avait toujours un mélange de stars affichés. Bon, on a eu le cas d'Alain Giresse, Karl-Heinz Foster à l'époque, de joueurs en devenir. Et puis aussi de ce que moi j'appelle, très respectueusement, les porteurs d'eau, c'est-à-dire des joueurs qui travaillent dans l'ombre, comme Deschamps, comme Bruno Germain, des joueurs comme ça qui étaient capables de souder un groupe. Gilles, 88-89, c'est le doublé. Cette fameuse finale au Parc des Princes remportée 4-3 contre Monaco, le triplé de Papin, la bise à Mitterrand. Ce titre remporté avec cette victoire contre le PSG, cette frappe de Sauzet. Enfin, que d'émotions dans cette saison-là. Là, on sent qu'il change de braquet, hein. Il construit véritablement son équipe, son groupe pour conquérir l'Europe, hein, Gilles. C'est une véritable année de transition 88-89. Mais dans le bon sens du terme. Moi, je pense que c'est l'année où il comprend, parce que l'année précédente, en fait, quand l'OM se plante dans son recrutement, il comprend que les bannis des Hidalgo ont voulu prendre des joueurs techniques, mais qui n'avaient pas le mental. Et il comprend à ce moment-là qu'à Marseille, il faut vraiment des joueurs très costauds, qui vont au combat, qui vont au duel. Et 88-89, c'est lui qui fait le recrutement. Donc, il prend des joueurs qui ont un mental d'acier. Et à ce moment-là, ça devient vraiment une équipe de guerriers au service de quelques stars. Et effectivement, ça marche remarquablement bien. Petite anecdote, je ne sais pas si Hélène est au courant, quand on a vu Jean-Pierre Bernès, qui a été aussi prépondérant et décisif dans certains choix de joueurs, notamment il nous a raconté Waddle, et moi je vais insister sur Moser, il est allé voir Moser et Ricardo à Benfica, et il revient et il dit à Tapi, il faut prendre les deux. Il faut prendre les deux. Et ils n'ont pas pu. Ils ont pris donc, ils sont arrivés à voir Moser et Ricardo. Donc c'est Paris qui l'avait récupéré. Je sais pas si c'est la même saison ou la saison d'après. Bon, tout ça pour dire que il y a aussi des hommes comme Bernès qui est très prépondérant et qu'il était aussi à l'écoute. Et je me rappelle que moi, j'avais eu Goethals il y a déjà de longues années au téléphone pour un long interview. Je m'étais régalé et il m'avait clairement dit aussi, Barthez. Il m'avait dit Raymond, c'était lui, et il avait convaincu Tapi qui appelait dans la nuit et compagnie. Donc il y a ça aussi, il avait cette capacité d'écoute, et puis bon, après les choix, je pense qu'il les faisait lui. Hein. Et pareil à Tottenham, hein, il part pour voir Gascogne, il revient avec Waddle. Je veux dire, il osait des coups, parce que souvent on se rappelle de Tapi qui prenait les meilleurs joueurs français ou européens, mais pas tout le temps, hein, c'est pas vrai. Il y avait beaucoup de paris dans ses choix aussi. Hein. Mais concerté. D'après ce qu'on nous a toujours dit, Hélène, tu confirmeras sûrement, il passait des nuits à appeler, Dimeco aussi me l'a souvent dit, de ce côté-là, il prenait pas seul la décision, quoi, hein, on dirait. Non, après, il l'a porté, il faisait comme si c'était lui qui avait fait, on aurait dit que le Salzin n'avait jamais fait une équipe, etc., que c'était toujours lui, mais c'est pas vrai, il écoutait vraiment. Je pense qu'il écoutait beaucoup, il discutait beaucoup, Après, le truc, c'est qu'il comprenait vite aussi. C'est-à-dire qu'on sait que dans une équipe, l'axe médian, là, c'est quand même, on parle du gardien, et vous avez parlé du gardien et de l'avant-centre, mais les Moser, les Karl-Heinz Foster, je suis désolée, ils savaient qu'il fallait des grands défenseurs aussi. C'était un bon numéro 6. Enfin, voilà, il n'y avait pas que... On sait que quand l'axe tient, ça va, quoi. Et puis, il n'avait pas peur de changer, je continue à penser ça. Et puis après, il était sur une dynamique aussi, il ne faut pas se leurrer. Une fois qu'on est sur une dynamique, c'est quand même plus facile
de maintenir, parce qu'il avait toujours des caps et des gens qui étaient stables. C'est-à-dire le Bernet, je répète, qu'il a une place prépondérante, à mon avis, sur la réussite tapis. Il y avait tout un staff médical qui était là depuis toujours. Il s'était mis tous les supporters dans la poche, je répète. Il avait stabilisé l'environnement. Il n'y avait pas de gars qui partaient en vrille comme à certains moments. Le staff médical est resté le même tout au long de la partie. Mais oui, mais bien sûr. Je vous rappelle, il y avait Bailly, il y a eu Sultanian Stavet un peu plus tard. Enfin voilà, ils étaient là. Duby, c'est un acteur aussi pour des tas de raisons, je pense. Mais en tout cas, il s'appuyait sur des gens en qui il avait entièrement confiance. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Quand on pense à Tapie, on imagine tout le temps des bouleversements, une forme d'instabilité, mais pas du tout. Il s'appuyait quand même en réserve sur une solide structure et des hommes fidèles. Alors, il y a cette année sans Coupe d'Europe, en 88-89, ils en profitent pour faire le doublé, se régénérer, se construire, se raffermir. Et puis là, on attaque l'Europe, l'obsession de Bernard Tapie, conquérir l'Europe. Les années, donc là, on attaque 89-92. On pourrait appeler ce triptyque-là l'apprentissage de l'Europe. Franchement, c'est l'équipe de 89-90 qui est, pour moi, la plus belle des années Tapie, une des plus belles. Parce que cette équipe, elle jouait, je vous rappelle, il y avait Francescoli, Pelé, Moser, Tigana, enfin bref. Elle jouait d'une manière, c'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire. Cette demi-finale contre Benfica, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était, on rentre à la loose, là, ce match retour avec cette fameuse main de Vata. Pardon. La main de Vata sur laquelle on ne doit jamais, la qualification ne doit jamais se jouer si le match aller, tu concrétises. Bien sûr. C'est une des plus beaux matchs que j'ai vus, enfin, au niveau, comment dire, intensité, quoi. Enfin, ils ont dominé Benfica d'une force, voilà. Et ça, c'est une très belle équipe, très très belle. Ouais, mais Hélène, Gilles, Mika, pourtant il manque quelque chose à ces 3 années avec les titres de champion, et il les enfile comme des perles. Il manque quelque chose, c'est la gagne, parce qu'on rappelle que défaite à Benfica au match retour main de Vata, défaite à Bari, et ensuite l'élimination contre le Sparta de Prague, qui est un véritable fiasco en 92. Tapie en a marre. C'est bien beau de présenter d'offrir du spectacle, mais il veut gagner. Et là, je pense qu'il y a ce véritable déclic, cette troisième échec face au Sparta de Prague, malgré une grosse équipe, encore une fois. Et là, il comprend qu'il va falloir encore plus muscler son jeu et changer de braquet, Mika. Tu te rappelles de ces 3 années, là, 90, 91, 92, où effectivement, il y avait du spectacle et du panache? Ah oui, moi je suis d'accord avec Hélène. Je crois que c'était les plus belles équipes qu'on a eues. Il y avait tout. On gagnait avec du beau jeu. On avait vraiment des joueurs élégants sur le terrain. Après, c'est vrai que à ces équipes-là, il leur manquait finalement un peu de vice et puis un peu plus d'impact physique. Ce qu'on a pu avoir après en 93 avec d'autres types de joueurs, où finalement l'équipe de 93 n'était pas aussi sexy que ce qu'on avait pu avoir avant. Par contre, elle était d'un réalisme implacable, c'est-à-dire qu'elle pouvait marquer contre n'importe qui, cette équipe-là. Ce que pouvait aussi faire celle de l'époque de 92, mais je reviens sur le match de Benfica, on les a écrasés de A à Z, mais ils ont eu de la chance, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'occasions. Je me souviens du retourné de Francescoli qui doit être dedans, qui est détourné, enfin voilà. Et finalement, c'est eux qui ont gagné. Alors avec quoi? Avec de la chance, avec du vice, finalement, cette main-là. Et puis nous, ce qui nous a manqué un peu. Et un concours de circonstances aussi, peut-être un peu, avec la présence de Castaneda dans les bois ce soir-là. Notre gardien, peut-être, ça aurait été différent. Donc je pense que c'est ça ce qui peut-être a fini par l'énerver au final. C'était que oui, on faisait plaisir à voir, mais le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'il voulait. Gilles, pour toi aussi, 90, la demi-finale, match aller à Marseille contre Benfica, c'est un des plus beaux matchs, si ce n'est le plus beau de l'époque Tapie, le plus abouti en tout cas sur un plan technique et sur le plan du spectacle. Oui, moi c'est incontestablement le plus beau. C'est pas un des plus beaux, c'est le plus beau. Déjà pour avoir un beau match, il faut être deux, on a coutume de le dire. Et là, Benfica, c'était vraiment une très grosse équipe. D'ailleurs, ils ont dominé le début de match. Ils ont ouvert le score. Et oui, non, c'était vraiment un match au niveau technique, au niveau physique, il y avait vraiment tout.
Non, pour moi, c'est vraiment le plus beau match que j'ai vu. Aussi, on a oublié quand même qu'en quelques années, l'OM s'est hissé au toit de l'Europe. Bon, et puis avant, comme Gilles disait tout à l'heure, c'était très rare que l'OM se hisse à des hauts niveaux européens. Il y a aussi le côté un peu une expérience qui est peut-être nécessaire avant d'aller au bout. Hein. Voilà, il y a la main de Bata. Bon, Tapi, bon, avec ses défauts, sort cette phrase. Bon, il y a Barry. Bon, mais peut-être qu'on a aussi oublié que bon, c'était quand même tout nouveau, ça. Hein, c'est qu'en quelques années, c'est rare. Et quand tu vois Paris, comment ils se sont plantés toutes ces dernières années sur du mental pour beaucoup et de la suffisance pour moi à certains matchs, hein. Mais comment ils se sont plantés alors que ça fait 5-6 ans qu'ils essaient aussi de gagner une Coupe d'Europe, alors qu'ils recrutent à tout va, etc. Et c'est pas sûr qu'ils gagnent cette année avec Messi, hein, tout en ayant Messi, Mbappé et Neymar, hein, c'est pas sûr du tout. Donc c'est vraiment, oui, bien sûr qu'il y a l'expérience. Dans la manière d'aborder des matchs, dans la manière... Non, je suis d'accord avec Mika, je crois qu'il y a l'impact physique qui était bien supérieur. Alors, sans doute que c'était peut-être plus vrai dans les années d'avant, mais l'impact physique, il a énormément compté sur la finale de 93. Oui. Parce que c'est pareil, à Paris, l'équipe, elle est extraordinaire. Je sais, vous vous souvenez de toutes ces... Enfin, on avait une équipe de fous à Paris. Jamais l'Étoile Rouge de Belgrade ne devait gagner cette Ligue des Champions. En fait, c'est impossible. C'était une équipe de fous. Il y avait bon, après, est-ce qu'il fait... Alors, après, on peut toujours discuter sur est-ce qu'il aurait dû faire jouer Stojkovic, le faire rentrer. Bon, on peut discuter de tout, hein. On peut refaire l'histoire, mais bon. Nabil qui nous dit, voilà, l'équipe de 93, c'était la plus collective. Polo qui nous rappelle le nombre d'occasions et de poteaux au match aller contre Benfica, un de mes premiers matchs gamin comme supporter. Eh ben, tu avais été gâté, Paolo. Et Bart Stress qui nous pose une question. Allez, on va te la refiler, Hélène. J'aimerais bien que vous nous parliez du rôle de Beckenbauer quand il est resté dans l'effectif après son court passage d'entraîneur. Son influence a-t-elle servi au club à l'époque? Alors, je pense d'abord, bon, c'est un immense joueur, mais enfin, c'est un immense personnage du foot, mais je pense qu'il avait surtout un rôle d'ambassadeur. Ouais. Il s'est trompé clairement avec lui, parce que je vous répète, en plus, Gilly était un très bon entraîneur et il était invaincu, et ça a désorganisé totalement la saison. Hein. En fait, après, je pense qu'il lui a donné un rôle d'ambassadeur, de représentation, on va dire, mais je pense pas qu'il ait eu un autre rôle. J'ai une petite anecdote et peut-être ça va un peu répondre à ton interrogation. Comment il a peut-être rentabilisé Beckenbauer? Rappelez-vous ce pylône, l'éclairage du pylône qui s'éteint contre Milan. Quart de finale retour à Marseille. L'OM gagne 1-0, un but partout à l'aller. Il reste quelques secondes. Le match est plié. L'OM est qualifié pour la demi-finale. Le pylône s'éteint. Et là, c'est le brouillard total, c'est le cas de le dire, le flou le plus total sur la pelouse, l'arbitre ne sait plus quoi faire, les délégués, et les Milanais commencent à faire pression et usage de leur puissance, parce qu'il faut s'imaginer ce que c'était le Milan AC à l'époque de Berlusconi, hein, et ils commencent à aller voir les délégués, et là, tout doucement, subrepticement, Beckenbauer sort de l'ombre, descend sur la pelouse, va parler aux délégués de l'UEFA, va voir l'arbitre, lui glisse un petit mot par-ci, un petit mot par-là, et puis petit à petit, au bout de 10 minutes de flottement, l'arbitre désigne le retour au jeu. Hein. Le Milan AC ne veut pas revenir sur la pelouse, le Milan AC sera sanctionné, sera éliminé, et l'OM sera qualifié en demi-finale de Ligue Champion. Et là résonne en écho la phrase peut-être que Bernard Tapie voulait prononcer, enfin en tout cas le sens de la phrase de Bernard Tapie une année plus tôt au stade de la Louse. Je sais maintenant comment gérer un environnement de Coupe d'Europe. Ben, c'est ça aussi. Gérer un environnement de Coupe d'Europe, c'est aussi savoir user de son influence dans les coursives, dans les couloirs. Mais il y a aussi, quand il parlait de gérer les matchs de Coupe d'Europe, c'était aussi faire les cadeaux aux arbitres, en rajouter un peu plus, etc. C'était de ça dont il parlait aussi. Hein. Peut-être aussi, mais n'oublions pas, Hélène, que ça se pratiquait pas uniquement à Marseille. Hein. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est ce qu'il voulait dire, bien sûr. Mais tu as raison sur le poids de Beckenbauer, c'est exactement ça. Tu confirmes, Hélène, vis-à-vis de l'UEFA, les instances, on sait comment ça se passe à chaque fois pour des matchs et tout, même de l'arbitre. Sûrement qu'il y a Beckenbauer qui lui serre la main. Ça peut changer quand même des choses, non? Il y a ça peut-être derrière, non? J'appelle de la représentation, l'ambassadeur, c'est un poids. C'est un poids
voilà, qui compte, c'est un pouvoir, ça s'appelle le pouvoir de la notoriété, etc. Et ça donne un poids supplémentaire à l'OM, oui, bien sûr. Et il l'a gardé certainement pour ça, oui. Alors voilà, l'apprentissage est terminé. On arrive en 93. Tapi fait un peu le ménage. Il se débarrasse de véritables icônes, hein, Moser, Waddle, on l'a dit, et puis surtout Papin qui part au Milan AC. Une campagne européenne mi-figue, mi-raisin, hein, on se rappelle. Le groupe, un match nul à Glasgow, nul à Marseille contre Glasgow. C'est le début de la Ligue des Champions, nouvelle formule. Ça vivote, hein, c'est pas flamboyant, mais l'OM avance, il se retrouve une fois de plus face au Milan AC en finale. Hein, Milan AC que l'OM a désormais l'habitude de retrouver régulièrement sur sa route, le grand Milan AC. Et puis là, évidemment, l'apothéose, la consécration, la malédiction est enfin vaincue et l'OM remporte le Graal. On a Jean-Louis Pacul au téléphone. Salut Jean-Louis. Salut Jean-Louis. Bonjour à tous. Salut et merci d'être avec nous. Jean-Louis, je te présente rapidement s'il y a des jeunes auditeurs. Tu as été alors correspondant permanent pour deux grands médias qui sont RTL et Le Parisien aujourd'hui en France. Combien d'années à suivre l'OM, Jean-Louis? Combien d'années? J'ai couvert les matchs et l'actualité de l'Olympique de Marseille de 1982 à 2016. 34 saisons. 34. Voilà, 34 saisons à suivre la vie sportive et extra-sportive de l'Olympique de Marseille. On a déroulé depuis pratiquement 1 heure un peu la vie, le destin fabuleux de Bernard Tapie à l'OM, hein, et de l'OM. On est arrivé à 93 et cette saison magique et cette finale. Comment tu as vécu que ce soit la finale et cette saison-là, et puis peut-être pourquoi, pour toi, ça fonctionnait cette saison-là? Est-ce que Tapie a pris des choix décisifs? Pourquoi cette fois-ci et pas en 91 à Bari ou 90 précédemment? Parce que je pense que la défaite à Bari avait convaincu Tapie que c'était possible. Et il avait convaincu tous ces joueurs qui avaient été totalement déçus, dévastés par la défaite face à l'Étoile Rouge de Belgrade à Bari, que ça n'était que partie remise et qu'il y aurait une revanche. Pas contre l'Étoile Rouge, bien entendu, mais qu'il y aurait une opportunité. Et tous les joueurs de l'époque sont d'accord là-dessus. Moi, j'en ai parlé avec Basile Boli, j'en ai parlé avec Eric Dimeco, bien sûr, j'en ai parlé avec Abedi Pelé, avec Didier Deschamps, avec Franck Sauzet, avec De Sailly Angloma. Enfin, je crois que j'ai à peu près cité toute l'équipe. Ouais. Ils étaient certains que si jamais une nouvelle finale se présentait, ils avaient les armes psychologiques, techniques, physiques et morales avec la gagne pour remporter la Ligue des Champions. Et je pense que Tapie a su insuffler cet esprit-là de gagne à une équipe qui pourtant avait perdu à Bari en 91. Et Jean-Louis, toi qui l'a bien sûr bien connu, l'homme est aussi un peu résumé dans la capacité à toujours faire rebondir, hein, l'art du rebond, du challenge permanent. Pareil, on a perdu une finale de Coupe d'Europe, mais on va faire mieux et la prochaine fois on la gagnera. Est-ce qu'il avait avait ça avant toute chose, non, de l'art du rebond et de convaincre? Oui, non, mais puis, faut pas oublier qu'il voulait être le premier président français à gagner une Ligue des Champions. Donc, il a mis tous les moyens, comme je disais, tous les moyens en ayant une très très bonne équipe, une équipe de guerriers, une équipe de gagneurs, avec un entraîneur qui savait parfaitement faire jouer cette équipe en fonction de ses qualités. Et comme je disais précédemment, il a convaincu tout son groupe, tout son staff et ses joueurs en particulier que c'était possible et que quel que soit l'adversaire, avec la rage de la défaite à Bari, c'était fini, quoi. Il y en avait assez de perdre, il fallait réussir à gagner. Et ça, il a su l'insuffler à ses joueurs, ça c'est incontestable. Pour décrire l'homme, à côté peut-être du personnage public et du dirigeant sportif qu'il a été, comment tu pourrais nous décrire ton nanar?
Moi, j'ai eu des rapports extrêmement conflictuels et très tendus, et très compliqués avec Bernard Tapie. Avec Pape Diouf, je sais pas pourquoi. Paix à son âme d'ailleurs, et à l'âme de tous les deux d'ailleurs. Il nous a tout de suite considérés comme des anti-Tapie. Et moi, j'étais à Libération à l'époque. Et je sais qu'il a fait des tas de pressions auprès de la rédaction en chef de Libération pour me faire virer, quoi. Il supportait pas qu'on le critique. Voilà, Tapie, il fallait être avec lui, et si on émettait la moindre critique ou la moindre distance par rapport à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait, il vous considérait tout de suite comme quelqu'un de nuisible et comme un ennemi. Et moi, l'anecdote que j'ai à raconter, c'est le jour où la Ligue des Champions, le lendemain, on revient à Marseille, le stade Vélodrome est plein, tout le monde pleure, mais de joie cette fois-ci, chante, le stade Vélodrome est magnifique, et à un moment donné, dans les couloirs du stade Vélodrome, je croise Tapie. Et là, il se retourne avec son œil noir là, et sa mâchoire carrée, serrée, en me disant, et alors là, t'as quoi à dire là? Et je lui dis, merci pour Marseille, quoi. Et c'était totalement et profondément honnête ce que je lui disais, parce que Marseille retrouvait de la fierté, de l'honneur. Vous savez que cette ville est une ville qui s'est construite contre l'État central, contre les Parisiens, contre l'autoritarisme, et historiquement, quoi. Et il a redonné ce jour-là à Marseille la fierté de la deuxième ville de France, qui pour une fois était la première dans le monde du football. Et moi, ça m'est sorti comme ça très spontanément. Merci pour Marseille. Bien sûr, il a tourné le dos, les talons, il est allé bâtir ses réputations, et moi aux miennes. Ouais. Mais moi, j'ai eu des rapports quand même très compliqués avec Bernard Tapie. Jean-Louis, est-ce que c'était pas finalement le meilleur moyen pour gagner son respect? Parce qu'on sait que Pape Diouf aussi a eu des rapports tendus, Hélène aussi a eu des rapports tendus, mais au final, on dit qu'il n'était pas vraiment rancunier. D'ailleurs, on a vu que lors des dernières années, il s'était énormément rapproché de Pape Diouf, et qu'ils étaient devenus même très très complices. Au final, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de gagner son respect et de rentrer dans son estime? Je suis pas sûr. Non. Pas sûr, en fait. Comme il est plus là et qu'on doit quand même respecter sa famille, la douleur de sa famille et tout, j'ai presque envie de te dire oui, mais presque pour te faire plaisir. Mais en ce qui me concerne, j'en suis pas sûr. D'accord. Avec Pape Diouf, c'est différent, parce que Pape Diouf a été un président. Ils ont été amenés à se croiser, à s'estimer d'ex-président à président. Mais je peux vous dire à tous les deux que pendant que Pape Diouf était journaliste au sport, et après agent des joueurs, les rapports n'ont pas toujours été bons avec Bernard Tapie, quoi. Mais je suis pas le seul à dire ça, parce que Hélène a vécu ça, Dominique Grimaud à TF1 a vécu ça, Vernon à France 2 a vécu ça, moi j'ai vécu ça à Marseille. Bon, c'était comme ça faisait partie de la personnalité de Tapie. Il fallait pas lui résister, il fallait jamais le contrarier, bien entendu. Et s'il y a eu du respect, tant mieux. Et s'il n'y en a pas eu, tant pis. Ouais. Finalement, cette joie de victoire en finale de Ligue des Champions est de courte durée. Arrivent rapidement les premières éclaboussures de l'affaire VAOM. Les instances s'en mêlent. L'OM est déchu de son titre, ne jouera pas la finale de la Coupe intercontinentale contre San Paolo, il me semble. Et relégué en deuxième division la saison suivante. Comment, en tant que journaliste, Hélène, et Jean-Louis, mais bon, Hélène, si tu peux réagir en premier, comment vous avez vécu cette période? Est-ce que, parce que quand même, on rappelle, vous êtes Marseillais, aussi bien Jean-Louis qu'Hélène, donc quelque part, vous êtes heureux pour Marseille que l'OM gagne. Et puis arrive cette affaire. Comment on fait dans son fort intérieur pour à la fois rester objectif, quand en plus on travaille pour des médias nationaux, à la fois objectif, et en même temps, je suppose qu'on a du mal quand même à sortir certaines choses, parce qu'on sait que ça va faire du mal au peuple olympien et à sa ville. On peut être écartelé, effectivement, entre l'envie de ne pas y croire déjà, en disant c'est tellement bête d'aller vouloir soudoyer Valenciennes sur un match, enfin, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait d'avoir été grugé sur une
une longue période. Moi, j'ai eu ce sentiment d'avoir été floué, je me dis combien de matchs il a acheté, ça m'est vraiment resté longtemps. Donc beaucoup de déception parce qu'effectivement je suis une supportrice marseillaise depuis toujours, hein, depuis que je suis petite. Et puis en tant que journaliste, c'est de faire son travail dans un contexte très douloureux et très conflictuel avec les supporters, parce que là nous avons été pris à partie puisque pour eux c'était insupportable et voilà, insupportable de pouvoir entendre qu'il y avait eu ce problème à Valenciennes, VAOM. Donc, moi, j'ai travaillé à l'époque pour France Football, qui avait délibérément pris parti avec des éditos de Tibère meurtriers et des journalistes vraiment qui menaient l'enquête de manière très précise. Et là, par contre, ça a vraiment rendu les rapports avec les supporters très, très, très compliqués pour tous les journalistes de... Oui, parce que toi, tu étais au front. C'est facile de faire des éditos dans son bureau et toi, tu étais au front tous les jours sur le terrain. Jean-Louis, est-ce que tu penses que le début de la fin pour Tapi, comme on le dit souvent, c'est son entrée en politique et que finalement, il n'a pas fait, il n'a rien inventé, mais que sa grande erreur stratégique, en tout cas, sur son plan de carrière, c'est son entrée en politique et que là, il s'est fait attendre au tournant. Hein. Ouais, je suis pas sûr même de ça parce qu'il ne faut pas oublier que Tapi arrive en 86, et à sa première conférence de presse, Pape Diouf et moi, on se lève et on boycotte la conférence de presse parce qu'il avait tenu des propos indignes sur un journaliste qui avait voyagé dans l'avion avec lui, Gérard Etcheverry, que Hélène a bien connu. Et donc, Pape Diouf et moi, on boycotte sa première conférence de presse. Et l'année d'après, 2 ans après, en 88, il fait sa première campagne législative. Et puis, il est adoubé par Gaston Defferre, par Edmond de Charleroux, par François Mitterrand. Il déroule quand même le tapis rouge, il devient ministre. Il arrête quelque temps parce qu'il avait une affaire judiciaire, puis il y a un non-lieu, il revient. Bon, et il avait les planètes politiques étaient totalement alignées en ce qui le concerne. Il a eu le soutien de François Mitterrand. Il faut quand même jamais oublier ça. Bon, après, c'est vrai que les affaires se multipliant, vous savez, dans la vie, mais ça c'est valable pour tout et pour tout le monde, quand on pose plus de problèmes qu'on en résout, ça commence à mal aller. Les rapports de force ont changé dans le gouvernement et il a été, petit à petit, il a été vécu, ressenti non pas comme un allié qui aurait pu être maire de Marseille. S'il n'y a pas l'affaire VAOM, je pense que Tapi aurait été le maire de Marseille un jour. Bon, là, patatras, tout tombe et il fait autre chose. Mais je pense qu'effectivement, et Dominique, son épouse, lui avait fait jurer qu'il ne reviendrait plus jamais en politique. Bon, il l'a fait, il l'a écouté parce que c'est une femme remarquable qui doit être totalement dévastée aujourd'hui, comme toute sa famille, bien entendu. Là-dessus, respect total, quoi. Et compassion totale. Mais après, l'homme, moi, avec Pape Diouf, on disait que il nous a jamais fasciné, quoi. Au-delà de sa capacité à convaincre, à mentir en permanence et à mentir avec une telle force de caractère qu'on doutait nous-mêmes de la véracité de ses mensonges tellement il les disait avec sincérité, quoi. C'était ça la grande force de Tapi. Gilles, est-ce que ça a été une période douloureuse pour toi, tout de suite après le titre, ces affaires qui s'enchaînent et puis cette guerre médiatico-juridique qui n'en finit plus, hein? Ah ben oui, forcément, ça a été difficile à vivre déjà par la longueur, alors premièrement par la rapidité avec laquelle l'enquête a été menée, puis par la longueur des choses, quoi. Je veux dire, ça a duré des mois avant qu'une décision soit prise. On savait pas si on allait en Coupe d'Europe, si on n'y allait pas, la Coupe intercontinentale, la Supercoupe, voilà, des choses comme ça. Ensuite, la relégation qui vient quand même presque un an après. On apprend que l'OM va être relégué alors qu'il finit deuxième du championnat. L'année d'après, il y a une nouvelle relégation qui est encore la conséquence de cette affaire. Oui, pour moi, ça a été très douloureux et très long surtout. Ouais, moi je pense qu'il a fait l'erreur c'est peut-être de la fierté de pas vouloir déposer le bilan, parce que s'il l'avait fait,
au moment où il a vendu Boxic, au moment où il a vendu Boxic et De Sailly, si après vers mars-avril il avait déposé le bilan à ce moment-là, il y aurait eu qu'une seule relégation. Et c'est peut-être par fierté qu'il ne l'a pas fait. Louis, tu disais? Oui, non, parce qu'il pensait qu'une fois de plus, il allait gagner son bras de fer. Voilà, il pensait qu'il allait tordre les instances françaises et internationales du football, comme il avait tordu à peu près tout sur son passage. Bon, elle nous aura coûté cher quand même, cette Ligue des Champions, parce qu'il a laissé quand même derrière lui un tas de cendres, quoi. Il faut jamais oublier ça. Non, on n'est pas là pour faire son hagiographie, effectivement. On est obligé de parler dans son œuvre, entre guillemets. Il y a une part, évidemment, une part d'ombre et qu'on ne peut occulter. De toute façon, ça serait complètement idiot, absurde de vouloir l'occulter. D'après ce que tu nous dis là, ça t'a pas trop étonné, même si tout le monde a été étonné de la manière dont ça arrivait, si sa dégringolade sportive a coïncidé après ça avec sa dégringolade politique et autres. Toi, tu nous fais comprendre que il était peut-être allé trop loin et on dirait que ça t'a pas trop étonné, cette affaire énorme par l'ampleur que ça a pris. Est-ce que tu confirmes un peu cette impression? Moi, j'étais le jour où on apprend que ça va dégringoler. Tapi avait invité avec la direction de l'OM quelques journalistes dont je n'étais pas dans un restaurant à l'Escale Borelli qui s'appelait La Mer. Il n'existe plus. Ouais. Et moi, j'apprends aussi que ça va dégringoler, donc je me dirige vers ce restaurant-là, auquel Tapi avait invité des personnalités, quelques journalistes, mais ni Hélène ni moi nous avions été invités. Et là, je vois Bernès qui monte dans une bagnole avec un chauffeur de l'OM et qui part comme un fou. Et là, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. Donc, c'est vrai que cette affaire a complètement ruiné tout ce qui avait été fait auparavant. Elle a même jeté une ombre sur la finale de la Ligue des Champions, parce qu'on s'est dit, s'il a acheté au MVA, il l'a pas acheté pour le résultat. Il l'a acheté, et ça tout le monde le dit, y compris sur procès verbal, les gens qui ont été entendus là-dessus, Jean-Pierre Bernès et autres, ont dit que c'était surtout pour pas qu'il y ait de blessés, puisque ce match-là avait lieu 72 heures ou 96 heures avant la finale de la Ligue des Champions. Donc c'était pas le résultat, on n'a pas faussé le résultat du match. Mais voilà, cette affaire au MVA a quand même jeté une ombre, une suspicion sur toutes les années Tapi, quoi. Ça laissera évidemment, comme tu l'as dit, un goût amer. Jean-Louis, on te remercie. On va te libérer. Je vous en prie, les gars. Juste un petit mot à titre individuel, Jean-Louis. Je me suis laissé dire que tu sortais un bouquin, l'OM est à nous. C'est ça, aux éditions. Il est sorti. Il s'appelle L'OM est à nous, anthropologie d'une passion populaire. J'ai écrit ça avec Alain Ayot, qui est un docteur en sociologie, un universitaire marseillais. Et il explique justement ce rapport complètement passionnel, fusionnel entre Marseille et son club. Entre la ville et son club. Alors, voilà, anthropologie d'une passion populaire. Qui dit passion, qui dit fusion, qui dit complicité, dit également, on en a parlé avec Hélène en début d'émission, Jean-Pierre Bernès, évidemment, le binôme de Bernard Tapie. Jean-Pierre Bernès qu'on va écouter, il était venu chez nous au mois de mai. Il avait presque essuyé les plâtres à une des premières émissions de Sport Med. Il avait accepté aimablement de venir raconter son OM, son Bernard Tapie. On va passer un petit extrait, vous allez voir, c'est un passage assez révélateur et poignant par rapport à l'estime qu'avait Jean-Pierre Bernès de Bernard Tapie. C'est vrai qu'avec Bernard Tapie, on a rapidement fait tous les deux un duo pratiquement fusionnel, quoi. C'est-à-dire que je passais plus de temps avec Bernard Tapie, que ce soit présent avec lui ou pas avec lui à Paris ou à Marseille ou au téléphone, plus qu'avec ma famille et mes enfants, quoi. Je travaillais énormément. Donc quand vous êtes dans la passion, vous travaillez 2 fois plus, quoi. Vous travaillez peut-être 2 fois plus. Et avec Bernard Tapie, pour le suivre, il faut bosser.
Et Bernard Tapie est un homme intelligent et il a vite appris parce que au départ, il n'était pas fait, c'est pas qu'il n'était pas fait, mais il connaissait pas spécialement le monde du football. Mais il a eu l'intelligence, bien sûr, parce qu'il avait à la base, il a vite compris comment tout ça fonctionnait, comment il fallait bien s'entourer et tout. Donc avec Bernard Tapie, nous on a vraiment, c'est un homme que j'ai énormément aimé. Vous savez, c'est un homme qui m'a transformé parce que j'ai eu mon père dans la vie et après j'ai eu Bernard Tapie. Mon père m'a donné une éducation jusqu'à 24 ans et après c'est Bernard Tapie qui m'a vraiment donné les outils pour réussir ma carrière. Parce que tout le monde a ses défauts, ses qualités. Bernard Tapie aussi, il a ses défauts, ses qualités, mais il a la qualité, c'est que si vous prenez les qualités, il vous fait monter aux arbres, quoi. Et vous travaillez, vous êtes obligé, si vous avez un minimum d'intelligence, vous êtes obligé de réussir. Et c'est un homme dans le milieu des affaires, qui m'a beaucoup appris, beaucoup apporté de choses. Et moi, je suis toujours reconnaissant. On en parlait un jour, l'été dernier, quand je suis allé le voir. Voilà, c'est un homme qui, quand vous travaillez avec lui, que vous avez mon âge, moi en 91, j'avais 34 ans, que vous avez les clés du club de Marseille, avec Bernard Tapie au-dessus, vous régalez. C'est un plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer ce que vous pouvez ressentir de travailler avec Bernard Tapie, parce qu'il faut être très costaud. Il faut être très costaud et voilà. Et c'est un homme qui vous donne la motivation pour réussir. Bernard était à Paris, moi j'étais au quotidien à Marseille. Bon, Bernard, c'était l'homme médiatique. Moi, je suis quelqu'un je suis quelqu'un de discret. Voilà, Bernard, je pense qu'il a beaucoup aimé ma discrétion. J'avais bien compris que le problème, enfin, le niveau médiatique, presse, journaliste, c'était pas du tout mon truc, pas du tout. Voilà, je suis pas un homme chacun était à sa place, vous voyez. Mais on avait tous les deux vraiment une grande complicité, quoi. Voilà, on n'avait pas besoin de parler des heures, on n'avait pas besoin on était souvent, on était d'accord je vous dis, j'ai vécu avec Bernard Tapie, des choses extraordinaires, des moments vraiment très forts, très forts. D'ailleurs, souvent, Bernard Tapie m'appelait des fois très tard, la nuit, à 1h30, en me demandant s'il me réveillait. Je lui dis non, tu me réveilles pas, mais un petit peu quand même. C'était toute la journée l'OM. C'est-à-dire que j'étais au siège au 441 avenue du Prado. J'étais au siège du matin au soir. Quand j'étais pas au siège, j'étais à Paris, avenue de Friedland chez Bernard. Après, on faisait le recrutement ensemble. On était toujours ensemble, quoi. Voilà, on était toujours ensemble. Et c'est vrai qu'avoir travaillé avec Bernard Tapie, ça a été pour moi quelque chose d'exceptionnel, parce que on a vécu tous les deux d'une grande complicité. On s'est beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et voilà, et on a vécu des grands moments que tous les deux nous savons, quoi. Voilà. Je pense qu'il était fasciné par Tapie, ça c'est la première des choses. Donc effectivement, après la question du père, bon, c'est une question qui lui appartient. Mais il pouvait être fascinant parce que même, tu vois, Jean-Louis, avec qui ça se passait toujours très mal, finalement, il disait, il mentait, etc. Mais tu pouvais être pris par... C'est ça qui est... moi, je n'étais pas dupe de ce qu'il disait, mais on était pris dans une force de conviction, même s'il montrait par A plus B que des choses qu'un truc vert était noir. Et voilà. Donc, c'était vraiment, je pense, et lui, il a vécu, Bernès l'a vécu au quotidien avec lui, donc forcément, ils ont dû avoir ce rapport très, très fusionnel, c'est ce qu'il dit, mais qui l'a amené à faire des choses qui étaient contre nature. Et c'est pour ça que je dis qu'il l'a payé très, très cher. Mais il y avait quand même, Hélène, cette passion de la gagne, cette capacité quand même à tirer les gens vers le haut. Oui, c'est ça. On parle souvent, je me tournais un peu vers Gilles aussi, on parle souvent de l'héritage, en tout cas de l'apport des victoires de l'OM, notamment évidemment celle en Coupe d'Europe 93, dans le succès de France 98. Alors, c'est pas uniquement Tapie qui fait avec ça, c'est également Didier Deschamps qui a souvent dit on doit beaucoup à Bernard Tapie et à cette épopée européenne de l'OM, ces épopées européennes et cette victoire qui a décomplexé un peu le football français, quoi, de manière générale. C'est exact. Et même après la victoire en 2018, Didier Deschamps est allé le voir à Saint-Tropez dans l'été.
Donc il lui doit vraiment quelque chose et il le sait. Après quoi exactement, on ne sait pas, mais sans doute le fait de l'avoir repris après son prêt à Bordeaux, quoi. Non, mais je pense que Deschamps lui doit beaucoup parce qu'en fait, Deschamps est sorti de l'école nantaise. Effectivement, il a eu des années difficiles avant d'éclore. Et je pense que Tapie, ils se sont trouvés aussi. Il y avait une espèce de fusion. Oui. Ils se sont trouvés notamment sur cette notion de gagne parce que Deschamps, on sait que ce qui fait sa force. Et sa force, bon, pas en ce moment, mais en tant qu'entraîneur et notamment à l'OM et le dernier temps, c'est un gars qui fait gagner. Et Tapie, oui, il a décomplexé certainement le football français par le fait qu'enfin, on pouvait penser et rêver à une victoire. Parce que ça, je pense que c'est très important dans ce qu'il a apporté. On ne peut pas lui lever aussi sa capacité à manager les hommes. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient en permanence. Alors, parfois, à la limite, on en a parlé déjà, mais par exemple, Eric Dimeco, quand il en parle aujourd'hui, il en parle pas. Attention, il n'élude pas certains sujets. Hein. Il dit que il avoue que c'était parfois limite, hein, qu'il était parfois en crise de nerfs aussi, que c'était même souvent la femme de Bernard Tapie qui venait un peu faire tampon, qui essayait un peu d'amadouer son mari pour être un peu moins dur et un peu moins. Allez, je vais oser le mot, inhumain, parce que Tapie, quand il avait plus besoin de vous, il était capable de vous jeter comme une vieille chaussette. Eh bien, ça quand même, bon, quand vous étiez fort et que vous étiez capable de vous accrocher, ça vous forgeait un homme. Hein. Tu es très proche de Gérard Gilly. Gilly a eu des mots très forts. Bon, ça n'a pas été très sympa aussi. Bon, Tapie a permis à Gilly de devenir Gilly avec le palmarès et peut-être a grandement contribué à faire la carrière qu'il a fait après. Mais Gilly a eu des mots très forts. Il a oublié aussi. On retrouve un peu dans ce que dit Bernès, ce que dit Gilly depuis les derniers jours. Tu es d'accord avec ça ou non? Oui, après, bon, il y a une façon, comme dit Jean-Louis et comme disait tout à l'heure Gilles, c'est que en fait, oui, aujourd'hui, parce qu'il est mort, on va rien dire de mal, quoi, voilà. Mais oui, Gérard Gilly, il l'a quand même écarté à un moment, voilà, et Gilly, il a rebondi à Bordeaux, mais combien de temps après Enfin voilà, Gilly, l'OM, c'était très important pour lui, c'était aussi dans son ADN, hein, donc ce qu'il lui a fait, il l'a à la fois permis de franchir des paliers et de devenir un entraîneur reconnu, et à la fois il l'a jeté comme une sombre merde quand il a pris Beckenbauer. Donc oui, après on peut dire mais de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé, certainement qu'ils n'ont gardé que le bon, c'est-à-dire cette espèce d'élan qui les a menés à des sommets qu'ils n'auraient peut-être pas atteints dans un autre club français. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui était inné chez Bernard Tapie. Hein. Là, on parle un petit peu de son héritage, de sa personnalité, de ce qu'il a apporté, de ce qu'il a laissé. On mettra encore une fois entre parenthèses son retour à l'OM, hein, qui est pas vraiment évocateur parce qu'il n'a pas toutes les ficelles, il a plus les ficelles. Et malgré les clins d'œil qu'il distribue ça et là, la magie n'opère plus. Hein. Et puis surtout, il est dans un traquenard et il n'a pas les cordons de la tête. Ça a été terrible. Avec moi, l'année où il est revenu, avec Fratani, ça a été épouvantable. Il voulait utiliser un peu les mêmes ressorts de la première période, sauf qu'ils n'avaient pas les moyens, ni en équipe, ni avec... Et lui, il n'avait plus cette magie. Il avait quand même été abîmé. Donc, ça ne me passait plus. Donc, moi, j'ai vraiment vécu une année... je faisais l'OM là vraiment à temps plein, on va dire, pour l'équipe. Et là, ça a été vraiment aussi des rapports très conflictuels. Il m'appelait sans arrêt. Fratani me harcelait jour et nuit pratiquement pour dire vous avez écrit ça, il n'est pas d'accord, il est d'accord. Enfin, ça a été épouvantable. La magie n'opère plus, les résultats ne suivent pas. Bon, il n'empêche que, allez, on met entre parenthèses cette période, ce qu'on retient quand même de l'œuvre de Bernard Tapie, c'est capacité de management. Si on met un peu en parallèle le personnage, le président qu'il a été, et la période faste qu'a connue l'OM à cette époque-là, avec tout ce qui s'est passé par la suite. Hein, tout à l'heure, Yannick dans le chat disait, ça fait depuis quasiment 28 ans qu'on est en période de transition. Quand même, tous ceux qui lui ont succédé ont souffert de la comparaison avec Nanar. Hein. Il n'y a pas eu un seul président par la suite, à part Pape Diouf, hein, parenthèse Pape Diouf, qui n'a pas souffert de la comparaison avec Bernard Tapie. On va écouter un petit peu Pierre Dantin nous parler justement de cette manière, hein, des ingrédients qu'il faut pour manager un club comme l'OM. Small, si tu peux lancer le son, il y en a pour quelques minutes, 3-4 minutes. Vous allez voir, c'est passionnant. On retrouve en creux
le profil de Bernard Tapie et en parallèle, évidemment, en négatif, tout le profil de ces dirigeants qu'on a eus, médiocres dirigeants qui lui ont succédé par la suite. On ne manage pas le sport comme un autre secteur d'activité. Parce que quand on manage le sport, on manage des affects, des croyances, et le présupposé justement de propriété n'a pas valeur de gage. En entreprise, tu es propriétaire, tu as valeur de gage. Là, aujourd'hui, tes ayants droit, tes stakeholders, tes parties prenantes peuvent être plus forts que toi. En tout cas, plus forts que ta légitimité. Et donc, c'est un enjeu de leadership, de légitimité et de contrat social. Le référentiel de l'Olympique de Marseille, c'est comment réinventer la victoire en Champions League. Et c'est un sacré chemin. Vouloir ressembler au PSG, qui que ce soit qui injecte des milliards, aujourd'hui, ça va nécessiter du temps. Par contre, il faut avoir confiance dans le chemin, et donc l'espoir. Donc l'enjeu, c'est pas un enjeu d'investissement, l'enjeu, c'est un enjeu de management. Voilà, c'est qui va manager. Et comment on va manager. Donc quand on est à la tête de l'Olympique de Marseille, on doit être capable d'inspirer, de projeter et d'amener dans un rapport de confiance toutes les parties prenantes du club. Et pas d'avoir un raisonnement purement rationnel. La rationalité, tout le monde sait qu'il la faut. Mais c'est pas le blason. Le blason, c'est le panache, c'est le courage, c'est l'espoir, c'est la cohérence, et c'est aussi et surtout la capacité à assumer, tout simplement. En fait, le club a besoin de leadership, d'investissement et de leadership. Le courage et l'irrationalité, ça, une chose est sûre, c'est que Bernard Tapie n'en manquait pas, Hélène. Si tu veux, les présidents de l'OM dans un espèce de fantasme que plus personne ne pouvait assouvir, puisque c'est vrai que les 28 ans de transition, je trouve que ça résume assez bien, moi qui en ai vécu une vingtaine derrière, avec des tas de présidents, des tas d'entraîneurs, enfin bon, d'instabilité chronique sous la présidence de Louis Dreyfus, qui a été un très piètre président, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'opposé de ce qu'était Tapie, je dirais presque. Et oui, il a imposé ça, et puis surtout, je pense vraiment que je sais pas si comment dire, si je fantasme, si j'ai des souvenirs de jeunesse finalement qui m'obscurcissent un peu l'esprit, mais j'ai vraiment l'impression que les équipes de cette époque-là étaient extraordinaires, étaient superbes. Enfin, au niveau football, on s'est quand même régalé à ce moment-là. Ça, on ne peut pas dire le contraire. On a vu des matchs extraordinaires, des joueurs d'un très grand niveau. Moi, je dis toujours, on me dit maintenant des fois, tu as vu là, c'est un bon joueur et tout, mais franchement, on a vu nous des joueurs d'un tel niveau qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut voir, hein, franchement. Voilà, Hélène Coxonnet, ancienne correspondante à Marseille pour l'équipe et France Football, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Hélène et Jean-Louis, on n'a pas caressé le boss dans le sens du poil, hein, Bruno, mais il fallait, on ne peut pas éviter certains sujets, on ne peut pas éluder certaines parts d'ombre de la gouvernance Tapie. Une chose est sûre, c'est que il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Hein. L'époque Tapie, c'est pas que Tapie, c'est Berlusconi. Je l'ai vu passer d'ailleurs le mot, je sais plus qui dit, voilà, Coppers-Galfano, Berlusconi non plus, c'était pas le Père Noël. Claude Bèze non plus. Hein, n'oublions pas Claude Bèze, hein, qui avait acheté des arbitres de l'Europe de l'Est, qui offrait des prostituées, des montres, des manteaux en fourrure, Berlusconi, Moggi à la Juventus, enfin. La liste est longue, évidemment. Tapie n'a rien inventé. Pour ne jamais oublier de mettre les choses en perspective. Moi aussi, j'ai pas mal d'anecdotes. On pourrait en faire des heures. Hein. Avec Courbis qui me disait, à mes débuts, une fois je l'avais interviewé, qui me disait en off, tu sais, il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé, sauf qu'il fait peut-être parfois des choses avec un peu trop d'ostentation, et c'était une grande gueule. Mais voilà, encore une fois, face à des Claude Bèze, face à des Jean-Luc Lagardère et à des Berlusconi, si vous arrivez comme un bisounours, vous n'avez aucune chance de vous imposer. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et malheureusement pour les puristes, eh ben, c'est aussi la dure réalité parfois de l'envers du décor du sport. Voilà. Il y a ça derrière, le côté, le sport français, le football français de club. On en a parlé lors des dernières émissions.
On voit d'ailleurs, hein, Le Gret n'a toujours pas réagi. Là, Tapi avait ses défauts, hein, on en a bien parlé ce soir, mais ses qualités, quand même, de toujours se remettre en question, d'un peu tout bouleverser, avoir son culot et tout, a permis, voilà, depuis 30 ans, si on attend toujours cette Coupe d'Europe, c'est que peut-être il y a des questions à se poser dans le foot français qui ne se sont pas posées. Et moi, sur un plan personnel aussi, juste que je voudrais dire et qui résume aussi, je pense que beaucoup d'amis, moi j'avais 18-20 ans, hein, l'époque qu'on a connue avec Tapi. Bon, c'est quelqu'un, on est obligé de lui pardonner après ce qui s'est passé parce qu'il nous a permis pendant combien d'années d'aller au stade, de voir à la fois du spectacle sur le terrain, du spectacle dans les tribunes. On a connu les lasers, on avait la Mylène Farmer, on avait le feu d'artifice pratiquement toutes les 2 semaines. Bon, imaginez quel souvenir toute cette génération dont j'ai eu la chance de faire partie, et puis de connaître Munich aussi, des déplacements. Ce sont des souvenirs à vie qui forgent une personne, qui vous reste à vie, et qui donc ça. Tapi, on peut pas lui enlever. Tapi, on peut pas lui enlever. Gilles, peut-être. Gilles, l'émotion et l'affection qu'il a suscité contre les titres. Forcément. Moi, je pensais, cet après-midi, je pensais à des choses. Je me disais, mais quand on voit un match en direct, comme on voit en ce moment, ou comme des matchs qu'on a vus, on les critique toujours après. C'est-à-dire qu'on dit, ça qui s'est bien passé, ça un petit peu moins bien. On trouve jamais un match super. Mais quand on se remémore ce qu'on a vécu, quoi, il reste, comme tu disais, des émotions énormes. Et voilà, et c'est des choses peut-être qu'on ne revivra plus, quoi, ou qu'on voit un petit peu, qu'on a vu un petit peu avec Bielsa, mais c'était pas le même niveau, quoi. Voilà, mais il faut dire aussi quand même, comme tu parlais de contexte et des 28 années qui sont passées depuis Munich, que le football a changé en 96 avec Larry Bosman. Je sais pas si Tapi était arrivé en 96 au lieu de 86, simplement 10 ans après, s'il aurait pu faire ce qu'il avait fait, quoi. De l'émotion et de l'affection. Il y en avait à revendre sur le parvis du Vélodrome ce dimanche. Et il y a une personne qui m'a tout particulièrement intrigué, interpellé. C'est ce Kilou. Vous allez voir, on va lancer la vidéo. Un petit monsieur, discrètement, qui s'est faufilé dans la foule avec un bouquet de fleurs à la main. Des fleurs qui, m'a-t-il dit, il avait cueillies dans son jardin parce que tous les fleuristes étaient fermés. Il a confectionné lui-même le bouquet de fleurs. Il est allé les déposer au pied de l'effigie qui avait été posée sur le parvis du Vélodrome. Et ensuite, s'est confié à nous, il nous a dit quelques mots. On lance la vidéo et on écoute Kilou, supporter de l'Olympique de Marseille, qui est venu rendre hommage à Bernard Tapie ce dimanche. Je venais au stade depuis l'âge de 6 ans, donc c'est lui qui m'a fait connaître l'OM, on va dire. Voilà, parce qu'avant c'était la galère, c'était tout ce qu'on veut. Ça a été le seul à rivaliser avec les Lagardère, les Bez, les grands présidents de cette fois. Il a su comment faire, avec ses moyens à lui, bien sûr, parce que bon, ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a eu des polémiques, il y a eu des trucs, mais bon, en attendant, le résultat, il est là. Je veux dire, on est là, les anonymes, les trucs, on est tous pareils. On l'aime ou on l'aime pas, c'était Monsieur Tapi. Donc maintenant, c'est sûr que si on regarde ses antécédents, il n'a pas fait peut-être que le bien autour de lui. L'histoire des sociétés achetées pour le franc symbolique, tout ça, peut-être qu'il a mis des familles au chômage. C'est un tout, mais bon, il ne faut pas voir que ça. Donc il a fait de Marseille ce que personne n'a fait auparavant. Donc au niveau sportif, nous avons donné une Coupe d'Europe alors qu'on était quoi? On était rien du tout. Donc voilà, c'était un monsieur. On aime ou on n'aime pas, le personnage, c'était Monsieur Tapi. Beau témoignage. Ouais, beau témoignage. Kilou, supporter de l'OM, qui va au stade depuis l'âge de 6 ans et qui était ému aux larmes. Ému aux larmes. Et j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu pas mal qui étaient vraiment très touchés, comme s'ils avaient perdu quelqu'un de leur famille. Qui était vraiment atteint, vraiment, c'était pas fait, c'était pas de la famille qui disparaît. Il n'y avait pas de tricherie, il n'y avait pas de comédie, il y avait beaucoup de gens
qui disait et qui comparait beaucoup la disparition, il y en a pas mal qui ont comparé la disparition de Bernard Tapie avec celle de Jean-Paul Belmondo, pour faire un peu la comparaison avec le cinéma, c'est-à-dire on perd des personnages emblématiques, charismatiques, dont on a l'impression que le moule a été cassé. Et puis il y a le côté, pareil aussi, côté clair, obscur qu'on a vu de Nanar toute cette soirée, on peut pas lui empêcher aussi, il ne triche pas dans sa relation, dans son amour pour Marseille, et le fait qu'il veuille être enterré ici, le prouve quand même. Là, on est obligé de s'incliner. C'est la relation qu'il avait à Marseille et qu'il a à Marseille est prouvée dans ce dernier geste. Sûrement, les prochains jours et les obsèques vendredi vont être émouvants. Et puis, là, ça prouve un peu plus son attachement. Et donc, l'attachement qu'on a avec lui, cette relation, elle peut être presque filiale ou on perd un grand-père, quelqu'un de proche. Et là, sur le coup, Nanar ne triche pas dans ce qu'il pensait sur Marseille et sur cette ville. Mika, toi aussi, tu as l'impression que, au-delà d'avoir perdu un président, qu'on le veuille ou non, il restera dans la légende. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que c'est également une époque, une page qui se tourne sur un sport, le football, on ne reconnaîtra plus tel qu'on l'a connu dans ces années-là? Oui, c'était une époque différente, puisque aujourd'hui le football n'est plus du tout comme il était avant. Depuis l'arrêt Bosman, déjà, il y a beaucoup plus de flux entre les joueurs, c'est-à-dire qu'on a des clubs qui sont capables d'acheter 10, 20, 30 joueurs. À l'époque, on était limité à 3 étrangers déjà. C'était une époque où on pouvait prendre un club comme le faisait Tapie sans être non plus un État à lui tout seul. Il avait de l'argent, mais c'était pas le Qatar, quoi. Et il pouvait justement le mettre au sommet de l'Europe. Et puis pour les personnes qui l'ont connu cette époque comme nous, c'est vraiment c'est attaché à des souvenirs heureux, parce qu'on était tous très jeunes à l'époque et on a vécu les plus beaux moments de l'OM finalement. Donc le fait que lui parte, il emporte avec lui une partie de ses beaux souvenirs. Gilles, toi aussi, tu penses que l'œuvre, le palmarès de Bernard Tapie, ça sera difficile de limiter, de réitérer de tels exploits et de retrouver, est-ce qu'un jour ou l'autre, comme Yannick s'acharne à l'écrire depuis tout à l'heure dans le chat, est-ce que oui ou non, un jour ou l'autre, on va réussir à retrouver notre lustre d'antan? Je rappelle juste qu'avant Tapie, l'OM sur la scène européenne, c'était dégueu. Oui, mais bon, l'OM existe depuis 1900, la Coupe d'Europe depuis 1956. Quand la Coupe d'Europe a existé, l'OM n'était pas un club phare de France. Il y a qu'avec Marcel Leclerc, mais pas pendant très longtemps, que l'OM a pu exister un petit peu, mais je dis bien un petit peu au niveau européen. Et avec Tapie, il a existé vraiment, mais quand même, il y a eu 3 finales après Bernard Tapie. Même si c'était pas la Ligue des Champions, mais c'était quand même pas rien. Est-ce que ça reviendra? On n'en sait rien. En tout cas, s'il y a un club en France où la flamme peut se rallumer, c'est bien ici, quoi, je pense. Par rapport à Leclerc, Gilles, toi qui connais bien l'histoire, les épopées européennes, qu'est-ce que Leclerc n'avait pas par rapport à Tapie pour qu'en Coupe d'Europe, l'OM puisse exister? Déjà, la qualité des joueurs français, c'était pas la même. L'équipe de France ne représentait rien à l'époque. L'équipe de France avait fait la Coupe du Monde 58. Après 62, elle était absente. 66, elle avait fait un premier tour assez médiocre. 70, elle était absente. Donc c'était le niveau des footballeurs français n'était pas du tout celui qu'il était quand Bernard Tapie est arrivé. D'ailleurs, si on reprend quand Bernard Tapie arrive en 86, hormis les Anglais qui étaient exclus des Coupes d'Europe après le ESL, il y avait devant nous, il y avait pas de coefficient UEFA à l'époque. Mais après, quand il a commencé à exister, la France était deuxième quand même. C'était deuxième pays européen. Donc maintenant, on est cinquième. Peut-être un peu de malchance aussi, les 2 années où l'OM est championne de France, en 71 et 72, elle tombe après un premier tour face à des équipes assez faciles. L'OM tombe à chaque fois contre des ténors, la Juventus, la première année, et le grand Ajax d'Amsterdam de Johan Cruyff. Oui, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, le premier match de Tapie européen, c'est Leipzig. C'est pas rien. Et il passe. Voilà, après ils ont fait quand même des coupes UEFA, des choses comme ça. Après, ils sont jamais passés, quoi. Donc là, bon, non, là, le niveau des footballeurs français était nettement supérieur, quoi.
C'est vrai, Yannick, c'est vrai ce que tu dis, parce que la période creuse entre 58 et 78, quasiment, hein, avec la génération Hidalgo, elle est terrible, hein, même si on est qualifié en 66, on passe pas le premier tour, et puis on manque donc 62, 74, 70, des Coupes du Monde légendaires. C'est vrai que l'OM en Europe est né véritablement avec l'épopée, l'ère tapis. Hein. Yannick il nous dit il a fait de ce club un grand Europe. Il est donc pour notre génération le père fondateur de ce club. Et évidemment, on perd le patriarche de la famille OM. Ça, on ne peut pas lui lever dans son héritage, hein, puisqu'on fait un peu le bilan, l'héritage de Bernard Tapie. C'est qu'il a positionné l'OM sur la carte, sur la scène européenne et sur la carte du vieux continent. L'OM a commencé à être considéré, connu mondialement, internationalement. Le plus fort, c'est qu'il a fait en un temps record. Et il a fait en un temps record. Il faudrait voir, Gilles, peut-être, comme tout à l'heure on disait, hein, le FC Barcelone a mis combien d'années à remporter la Ligue des Champions? Est-ce que dans l'histoire européenne, un club aussi vite est arrivé à toucher au sommet européen? Je crois que c'est quasiment unique, non? Ou pratiquement. C'est à dire. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, où en gros, vous avez laissé sous-entendre qu'il fallait perdre avant de gagner. Mais il y a pas mal d'exemples de clubs comme Bucarest, comme Barcelone en 92, qui fait rien en 91, qui fait rien en 90, parce que à l'époque, il y avait que le champion qui était qualifié. Et quand on est dans un pays où il y a le Real et le Barça, on est une année sur deux en Coupe d'Europe, en gros, quoi. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec ça, de dire qu'il faut perdre avant de gagner. Il y a eu Porto en 2004, par exemple, qui est venu de nulle part, qui a gagné. Moi, je suis persuadé qu'en 90, l'OM pouvait l'emporter. En 91, c'est une évidence. Donc il y a pas de raison que le résultat de 93 soit la conséquence des défaites de 90 et 91. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Le Barça de 92, Cruyff est là depuis 5 ans. Je crois qu'il arrive en 87. Mika, dans l'héritage Bernard Tapie, qu'est-ce que tu mettrais dans la colonne donc positive, à retenir? Alors l'émotion, on a vu les titres évidemment. La soif, la passion de la gagne, que tu retiendrais globalement du passage de Bernard Tapie à l'OM et à Marseille. L'audace, d'abord, parce qu'avant qu'il arrive, on était vierge de tout palmarès, hein, les clubs français, mais l'équipe de France aussi, puisque France 98, c'est aussi la culture de la gagne et les victoires et l'expérience que certains joueurs ont pu engranger aussi avec l'OM. Donc il a aidé aussi en ce sens-là, et cette idée de se dire, c'est pas parce qu'on n'est pas programmé forcément pour gagner au départ qu'on peut pas tout changer. Lui, il est arrivé dans le foot, il ne connaissait pas le foot forcément, il a su s'entourer des bonnes personnes. Et avec lui, on a commencé à penser que ce qui nous paraissait inaccessible pouvait finalement devenir possible. Et on est arrivé jusqu'au bout, parce qu'il faut se rappeler quand même que même en 93, alors ça a commencé d'abord déjà avec le quart de finale contre le Milan AC, qui était le monstre, l'ogre de l'époque, où je me rappelle, moi, que la plupart des médias français donnaient pas cher de notre peau. Et on les a battus. Et même en 93... il n'y avait pas tant de médias quand même que ça pour penser qu'on pouvait la gagner, cette coupe-là. Et lui, il a toujours apporté cette force-là. Et donc, ce que je retiendrai, c'est l'audace de penser qu'on peut gagner, et puis la fierté. La fierté, finalement, qu'il a rendue au club, et un peu à la ville aussi, de se dire, Marseille, c'est pas forcément ce qu'on pense, Marseille peut être en avant. J'ai vu une interview, il n'y a pas très longtemps de lui, où il disait que les gens qui venaient au stade, pour la plupart, ils n'avaient pas souvent l'occasion d'être des vainqueurs dans la vraie vie, et que de venir au stade et de gagner avec le club à travers eux, ça leur rendait un peu cette fierté-là. Et il a essayé de la rendre aussi à la ville, dont il aurait dû être le maire au final s'il n'avait pas eu tout ce qui s'est passé après. Avant de blasphémer un petit peu, alors je parle du point de vue, je me place du point de vue de Gilles Castagno, et de parler d'une éventuelle nomination du Stade Vélodrome, Stade Bernard Tapie, Stade Vélodrome Bernard Tapie, avant d'évoquer un peu ce sujet. Je rappelle juste au passage que le Milan AC, entre 88 et 95, sur le continent européen, n'a été battu que par l'Olympique de Marseille. Vainqueur en 89, invaincu depuis 88. Vainqueur en 89, vainqueur en 90. En 91, exclu de la Coupe d'Europe à cause de l'affaire du pylône, justement, donc ne participe pas. Non, c'est
91, c'est éliminé par l'OM. Éliminé par l'OM, pardon, oui, bien sûr. 92, ils n'y participent pas. En 93, ils perdent encore contre l'OM. En 94, ils battent le Barça 4-0, le Barça de Johan Cruyff. Et ce n'est que face au renouveau de l'Ajax en 95 qu'ils perdent de nouveau face à une équipe européenne. Sinon, entre 88 et 95, il n'y a que l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie qui a battu cette machine. On le rappelle, c'était une machine infernale. Le Milan AC qu'on peut comparer aux Ajax 70 ou au Barça de Iniesta. Voilà, c'était juste pour resituer un peu, remettre un peu dans le contexte et remettre en relief les exploits réalisés par l'OM à cette époque-là. On va lancer une petite vidéo, ensuite on en parle, toujours sur le parvis, toujours dimanche, en hommage à Bernard Tapie. Des centaines de supporters marseillais se réunissent. Quelques voix, on entend quelques voix ça et là, interpeller Hélé, le maire de Marseille, venu rendre hommage également au boss, et lui demander de rebaptiser le stade Vélodrome Bernard Tapie. Une banderole est même déployée par des supporters. On passe une vidéo, Yasmina qui est au micro, Yasmina supportrice de l'OM, ensuite on en parle. Small, c'est à toi quand tu veux. Monsieur le maire, s'il vous plaît, notre stade, s'il vous plaît, Vélodrome Tapie. Vélodrome Tapie, ça serait un très grand hommage. Ça serait une bonne idée, j'espère que ça peut être un des objectifs de la prochaine campagne, parce qu'on est à Marseille, c'est comme ça. Bernard Tapie, c'est une icône à Marseille. Je l'ai connu, j'avais 13 ans, dans la 7e circonscription de Marseille aux élections législatives. J'étais au collège, je suis sortie et il nous a dit voilà, croyez en vos rêves, je suis comme vous, je suis venu d'en bas et si vous avez des capacités, il faut réussir sa vie. C'est, comment vous dire, son charisme, sa personne, là où il met la main, ça devient de l'or. Voilà, pour nous, c'est, voilà, même quand on a des coups bas dans la vie, quand on voit Bernard Tapie, pour nous, c'est un exemple, c'est une légende. Il mérite vraiment son nom parce que grâce à lui, l'OM a été connu mondialement. Voilà, et ça, franchement, il le mérite. Vraiment, je l'espère en tout cas de tout cœur que ce stade un jour portera son nom, vraiment. Voilà, le stade Vélodrome Bernard Tapie. Est-ce que pour vous aussi dans le chat, ça aurait de la gueule? Est-ce que c'est justifié? Alors beaucoup l'idolâtrent, beaucoup le considèrent comme le père fondateur de l'OM, hein, on l'a vu, Yannick et bien d'autres. D'autres n'oublient pas de souligner le côté un peu gourou, le côté un peu magnétiseur et un peu magouilleur aussi, hein, il faut le dire. Donc est-ce que un stade qui appartient à la ville, au nom de Bernard Tapie, est-ce que pour toi, Gilles, ça se justifie? Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que ça serait quand même un peu too much quand même? Ouais, non, moi je serais pas d'accord avec ça. Moi je pense que les plus beaux hommages qu'on peut faire, c'est ce que font les Anglais, c'est-à-dire de faire des statues devant le stade. Je pense que ça c'est extraordinaire parce que imaginons que demain il y ait quelqu'un d'encore plus charismatique qui nous fasse gagner encore plus de choses que Bernard Tapie. On va dire bon ben on l'appelle plus stade Bernard Tapie, on l'appelle stade machin chose. Non, moi je pense que les plus beaux hommages c'est ce que font les Anglais comme la statue de Thierry Henry ou la statue à Wembley avec les vainqueurs de la Coupe du Monde 66, des choses comme ça. Je pense que c'est ça le mieux. Ouais, dans le chat, vous pouvez voter. Il y a un sondage qui a été lancé par Small pour ou contre le renaming du stade au nom de Bernard Tapie, Vélodrome Bernard Tapie, comme ça a été suggéré sur le parvis dimanche. Toi, Mika, qu'est-ce que tu en penses? Une tribune, ça pourrait suffire? Un parvis, une rue, une statue? Non, moi je serais plus pour la tribune, à la limite. D'abord parce que, pour une raison toute bête, Vélodrome Bernard Tapie, après il faudra voir aussi le naming qu'on peut avoir avec, ce sera pas forcément heureux. Son nom soit associé peut-être à certaines marques, ce sera pas très sympa à voir. Le orange Vélodrome Bernard Tapie, par exemple, tu vois. Je serais plus pour donner le nom d'une tribune, parce qu'il a quand même marqué l'histoire du club, c'est lui qui a amené le club au plus haut. Voilà, et puis il a été souvent honoré dans les tribunes par les supporters. Donc une tribune à son nom, moi j'aimerais bien. Tapie, c'était un personnage clivant. Donc imaginez-vous que un monument comme le Stade Vélodrome porte le nom de Bernard Tapie. Voilà, malheureusement, on serait encore sous les feux des projecteurs et peut-être pas. Et encore une fois, sali médiatiquement. Bruno, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est une bonne idée? La première chose, le fait qu'il soit enterré, qu'il va être enterré ici, peut-être ça sera tout aussi important. Et puis les gens n'auront peut-être pas besoin de voir un nom affiché, que ce soit le stade. Je suis tout à fait d'accord avec Mika
même si le naming Orange, c'est une misère, hein, c'est 3 millions et demi, je crois, par an qui donnent. Même un peu moins, je crois. 3 millions 3 maxi, millions, donc ouais. c'est très, très bas. Là encore, je sais pas comment ils s'étaient débrouillés à l'époque. Bon. Donc, tout ça pour dire que si le nanar est enterré ici, les gens pourront aller sur place et donc il y aura peut-être pas besoin de ça. Après, c'est plus personnel, mais quand on voit plusieurs rues autres et certains politiciens et même nos derniers maires ou de faire et tout, bon, on peut pas dire que en termes de probité et autres et images, voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec Tapi, les travers qu'il avait, on en a bien parlé ce soir, mais bon, je pense quand même qu'il faut retenir les bons côtés et les côtés des politiciens aussi qui ont des écoles et autres qui ont leur nom. Bon, on peut aussi faire, on pourrait en redire. On pourrait aussi en redire. Donc il y a ça qu'il faut pas oublier. On a toujours l'attente quand on est supporter de retrouver comme ça. Alors ça peut passer par un homme, ça peut passer par, je sais pas moi, un État, autre. Il y a toujours cette attente de retrouver ce que Tapi a fait, qu'on n'a plus retrouvé depuis 30 ans, parce que personne n'a été capable de le faire. Voilà. Le chat qui a réagi, globalement, vous êtes également contre. Une statue suffirait amplement et le sondage est quasiment unanime, 93% pour une statue, mais vous n'êtes pas, globalement, vous n'êtes pas emballé à l'idée de voir renommer le stade de Vélodrome Bernard Tapie. Voilà, c'était une hypothèse qui avait été lancée par quelques Marseillais, peut-être sous le coup de l'émotion, qui était présente donc dimanche sur le parvis. Tapie, l'énergie, la passion, la gagne, l'abnégation, c'est tout ça réuni évidemment, et c'est ce qu'on retiendra. Encore une fois, on a essayé de pas occulter la part d'ombre, mais l'aspect, je pense, en tout cas, ce qui me concerne, le côté lumineux prendra toujours le dessus, et quand on dresse le bilan restera quand même largement positif. On va laisser le mot de la fin à quelqu'un qui a bien connu cette époque aussi, une figure emblématique marseillaise du côté du cinéma. Et on va clôturer cette partie dédiée à Bernard Tapie. C'est Moussa Mascri, acteur marseillais, qui a le mot de la fin sur le boss. Ironie du sort, aujourd'hui je suis à Paris, là où tu es né, le boss. Mais je suis marseillais et je fais cette vidéo pour dire à quel point on ne pourra jamais oublier, et on n'oubliera jamais, en tout cas moi, je parle pour moi, ce que tu as apporté à cette ville et à ses habitants. Alors certains diront c'est le football, c'est autre chose, tu nous as appris à gagner. Alors merci pour tout ça, pour les victoires, juste les victoires.